communication, j'ai décidé d'aborder le sujet un petit peu à contre-courant en m'intéressant à l'absence de l'atelier. On sait que l'atelier, au moins depuis l'époque moderne, c'est un lieu de représentation. L'artiste, il négocie son identité professionnelle au fil de rencontres avec les critiques et avec son public. Mais je me suis demandé comment cette identité se construit quand l'artiste est privé d'atelier, ce qui est le cas du peintre autodidacte Arthur Villeneuve que j'étudie pour ma thèse. Vous avez peut-être déjà vu cette image à gauche, assez spectaculaire. Elle montre la maison d'Arthur Villeneuve en train d'être déménagée à l'intérieur d'un des bâtiments industriels qui accueille le musée du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'on appelle aujourd'hui la pulperie de Chicoutimi. Alors, pour donner rapidement quelques éléments de contexte, Arthur Villeneuve est né en 1910. C'était un barbier. En 1957, il a commencé à peindre les murs intérieurs de sa maison, puis dans un deuxième temps, les façades extérieures. Vous voyez à droite que sur le plan formel, c'est un peu touffu, c'est bigarré, le dessin est malhabile. Donc, la maison a fait figure de curiosité, puis assez vite, elle est devenue célèbre après que les propriétaires l'ont ouvert au public pour des visites en 1958. Euh, Jusqu'à maintenant, la recherche sur Villeneuve a beaucoup mobilisé les historiens de l'art, les spécialistes de l'esthétique. Depuis les années 70, on s'est intéressé à la réception critique de son œuvre dans un contexte d'éclatement des pratiques artistiques. Ça posait la question de, Ça posait la question de la catégorisation de cet art-là, qui a souvent alterné entre l'art populaire, comme les bourgeois, l'art naïf, l'art brut, l'art indiscipliné. Les chercheurs se sont aussi intéressés à la problématique de la sauvegarde de la maison, qui a la particularité d'avoir été préservée en devenant une pièce de musée en 1994. Étant donné que Villeneuve peignait à même les murs de sa maison, la fusion du domicile, de l'atelier, de l'œuvre a suscité des réflexions assez intéressantes sur l'atelier qui devient œuvre lui-même et qu'on souhaite conserver un petit peu comme une relique qui perpétuerait la présence de l'artiste. En ce qui nous concerne, aujourd'hui, on va plutôt remonter en amont de la patrimonialisation et on va s'intéresser moins à la maison-œuvre qu'à la maison comme espace de travail. Parce que Villeneuve a continué de peindre dans la maison tout au long des années 60 à 80 pour faire de la peinture de chevalet. Alors, on va voir comment la confusion entre l'espace de création et l'espace domestique a influencé la construction de la figure publique de Villeneuve. Qu'est-ce que j'entends par figure publique? En fait, je me base sur des travaux en histoire et en sociologie de la célébrité qui ont montré que l'origine de la célébrité, en fait, ça remonte à l'époque moderne avec l'arrivée de nouveaux dispositifs médiatiques. D'abord la presse écrite, la gravure, puis éventuellement la photo, la radio, la télévision. Hein, c'est des moyens de communication qui ont permis l'émergence d'un espace de réception très élargi où les lecteurs, les spectateurs peuvent former un public, puis se passionner pour une même personne, s'intéresser à sa vie privée, mais sans jamais pour autant la connaître directement. Donc, la figure publique d'une personne est formée de toutes les images, tous les discours qui circulent à son sujet dans l'espace public. C'est pas exactement la personne elle-même, c'est pas non plus une fiction, c'est un ensemble de signes qui se substituent à la personne puis qui s'imposent à la conscience du plus grand nombre. Là, commence à ce moment-là une sorte de jeu où on cherche à faire coïncider la célébrité et la représentation qu'on a d'elle et qui est censée être authentique, même si les deux peuvent être assez éloignés l'une de l'autre. En art, on parle souvent de légende. On sait que certains artistes ont été bons à construire leur propre personnage. En ce qui concerne Villeneuve, c'est intéressant parce que sa légende, ou celle du peintre barbier, comme on l'appelle souvent, est assez bien établie et depuis longtemps aussi. Mais justement, quand on fait la généalogie des discours, on découvre bien des choses intéressantes. Par exemple, les biographies nous disent que Villeneuve, qui était très croyant, a commencé à peindre après avoir entendu une parabole à l'église de son quartier. Or, le motif de la parabole apparaît juste au milieu des années 70.
Évidemment, mon but, c'est pas de corriger les biographies, mais c'est vraiment de comprendre comment un homme ordinaire comme Villeneuve a pu devenir un peintre reconnu, ce qui supposait d'élaborer un récit de vie avec certains biographèmes, comme on peut dire, c'est-à-dire des éléments obligés d'une biographie, comme ici, en l'occurrence, l'événement déclencheur de la pulsion créatrice. Villeneuve se prête très bien à cet exercice-là, parce qu'en fait, un petit peu comme Louis Hébert qu'on a vu ce matin, il était très soucieux de son autopromotion, puis soucieux de ce qu'il projetait aussi. Et il recevait un très grand nombre de visiteurs et notamment des journalistes qui venaient le rencontrer dans son atelier, ou plutôt dans son non-atelier. Alors, la première apparition médiatique de Villeneuve daterait du 19 décembre 1957 dans l'hebdomadaire régional Le Lingot. Ceux qui ont déjà entendu parler de Villeneuve savent probablement qu'il a été rejeté dans son milieu à Chicoutimi avant de recevoir la consécration dans des galeries à Montréal. C'est pas entièrement faux, mais il faut attendre quelques années quand même pour voir apparaître dans la presse des traces de ce qui allait nourrir plus tard l'imaginaire du peintre martyr. En fait, les premiers textes sont assez généreux. Ici, on le voit, on voit l'artiste qui prend la pose à l'œuvre sur une murale du salon, qui est probablement déjà finie d'ailleurs. C'est à mesure que Villeneuve intègre les réseaux professionnels puis gagne en notoriété que le ton change. En fait, on observe un déplacement de l'attention. Progressivement, l'accent est mis moins sur l'œuvre elle-même que sur les occupants de la maison. Ils sont mis en scène dans leur intimité. Et là, l'épouse de Villeneuve, Hélène Villeneuve, prend une place importante avec son franc-parler, elle est très exubérante, tandis que Villeneuve, une fois pris dans le cirque médiatique, tend à s'effacer et à devenir plus réservé. C'est dans ces circonstances-là que avoir un lieu pour travailler devient vraiment un enjeu pour le peintre. On va l'écouter avec son épouse dans un extrait d'entrevue qui a été donné à l'émission Carrefour en 1962. Maintenant, est-ce que, je sais pas, on parlait tout à l'heure des sujets et vous travaillez dans votre maison. Est-ce que vous avez un atelier? On parlait de la cave tout à l'heure, mais vous avez un atelier consacré, une pièce consacrée uniquement à... Non, Non. j'ai pas de pièce. Je travaille dans la chambre de ma femme. Ou elle se couche, je travaille dans le passage. Elle se couche dans la chambre des enfants. Les enfants, moi, là, ils veulent plus que je travaille dans le chambre. Ah, pourquoi ils trouvent ça? Je suis rangé dans la chambre de ma femme. Vous trouvez pas que ça sent beaucoup à peinture, là? J'ai l'impression que... Non, cette peinture-là, franchement, je ne sens pas du tout. Une peinture spéciale. C'est seulement que je trouve ça tannant. À tous les soirs, fermer ça, ben, dire une demi-heure avant qu'on se couche, on se couche pas jamais avant une heure et demie. Mon mari sert ça, je m'en me À cette époque-là, les Villeneuve considéraient que la seule façon pour eux de mener une vie de famille normale, c'était de déménager dans une nouvelle maison pour laisser à l'autre sa fonction de musée. Pendant la première moitié des années 60, ils en ont fait vraiment une marotte là, dans leurs entrevues avec les journalistes. Le sujet revient constamment. Le problème était en partie financier parce qu'ils espéraient obtenir une aide financière pour réaliser leur projet. Ce matin, on a vu avec l'exemple de Frances Anne Johnston que la question du genre peut affecter, peut compliquer l'accès à un atelier, mais ici, ce serait plutôt des questions socio-économiques qui compliquent l'accès à un atelier. Étant donné que la maison est une source de revenus touristiques pour Chicoutimi, les Villeneuve ont longtemps menacé de quitter la région pour s'installer dans une ville plus accueillante. Et dans ce cas-là, la maison aurait été du voyage elle aussi. Donc, derrière ces menaces, il y a un enjeu de qualité de vie pour la famille, mais je pense qu'il y a aussi un enjeu de reconnaissance professionnelle pour Villeneuve, comme si avoir un atelier, c'était une condition pour prouver qu'il était un vrai artiste. À l'époque, c'était une question qui était encore particulièrement sujette à débat. Et à cet égard, il a reçu des appuis de la part d'artistes qui se sont indignés de sa condition, notamment d'Alfred Pellan, qui a écrit une lettre de soutien qu'il avait adressée à des personnalités influentes de la région. Maintenant, j'ai reproduit ici un extrait d'une autre lettre qui date de cette campagne de mobilisation en faveur des Villeneuve. C'est le frère Jérôme Légaré, professeur de peinture dans une école secondaire, qui écrit au maire de Chicoutimi en 63. 4 pieds carrés au bout du lit conjugal, voilà l'atelier du grand artiste. Je trouve héroïque la situation de ce pauvre couple
obligé de dormir dans une chambre dont l'air est vicié par les émanations de peinture et de térébenthine. J'attire votre attention sur l'expression 4 pieds carrés au bout du lit conjugal, qui a donné son titre à ma communication. Un an plus tard, dans Le Soleil, on lit « Villeneuve a-t-il un atelier? Oui, et un bien curieux atelier. C'est sa chambre. Il peint à 4 pieds du lit conjugal face à une fenêtre. » Bon, on retrouve la même expression, mais un petit peu changée. C'est plus 4 pieds carrés au bout du lit, c'est à 4 pieds du lit. L'expression revient encore dans le Progrès dimanche, qui, en 65, cite cette fois Hélène Villeneuve. En fait, une lettre qu'Hélène Villeneuve aurait envoyée au ministre de la Culture, Guy Frégault, quelques mois plus tôt. Et donc là, la même expression est citée. Alors, qu'est-ce qui explique cette répétition-là? C'est sûr que la formule est accrocheuse, mais comment ça se fait qu'elle circule autant? Ben, il y a un autre texte qui est paru dans la même édition du journal qui nous met un petit peu la puce à l'oreille. C'est un article consacré à la réception critique de l'art de Villeneuve, mais qui est juste un florilège de citations tirées des journaux des années précédentes. Là, il faut savoir que les Villeneuve gardaient consciencieusement leurs archives et leurs coupures de presse. En fait, les coupures de presse publiées à leur sujet et qui les mettaient à la disposition de tout un chacun, surtout les journalistes. Les Villeneuve ont toujours été confrontés à un déficit de légitimité. Alors, la démarche d'archivage, c'est vraiment devenu pour eux un outil pour soutenir leurs revendications en montrant leur succès, puis aussi en prémâchant un peu le travail d'écriture des journalistes. Le scrapbook des Villeneuve est devenu tellement volumineux, puis tellement présent comme intermédiaire entre eux et leurs visiteurs, que des journalistes, en plus d'y puiser leur matière, ont commencé à en parler dans leurs reportages. Par exemple, en 68, « Qu'est-ce qui vous a amené à peindre? » demande le journaliste. « Quoi? Oh, peindre? Oh, il y a quelqu'un quelque part qui a un scrapbook. Toute l'histoire est là-dedans. » Un autre exemple, après lui avoir demandé une courte entrevue, je me souviens d'un petit homme à l'air ascète entrant dans la salle de rédaction. Il portait un énorme album recouvert d'un papier brun d'emballage, appesanti par des coupures de journaux, réunissant le total des événements qui avaient bouleversé de façon si agréable sa vie. Il l'étala simplement devant moi. On sent un petit peu à ce moment-là la fatigue de Villeneuve devant l'injonction à tenir un discours sur soi à une époque, on est à la fin des années 60, donc à une époque où les médias avaient déjà beaucoup façonné sa figure publique, puis orienté les attentes à son endroit. Et finalement, la circularité de la médiatisation atteint un comble dans les années 70, quand, au fait de sa gloire, à l'occasion d'un hommage rendu par la ville, le Progrès dimanche a publié une photo du fameux scrapbook pour illustrer un bilan du chemin parcouru entre le temps de l'incompréhension, le temps des moqueries et le temps de la célébration. Donc, par une sorte de mise en abîme, la couverture de presse devient elle-même le sujet de la couverture de presse. Et ça montre bien l'importance que le cahier de coupure de presse a eu pour fixer la mémoire de la carrière de Villeneuve, incluant les événements qui ont forgé son image d'homme, un homme de peu qui a surmonté l'adversité en continuant de peindre envers et contre tous. Et c'est comme ça que l'absence de l'atelier de disqualifiante est devenue qualifiante et valorisée dans la biographie du peintre Barbier. Et pour finir sur peut-être une touche plus légère, je ne sais pas légère, mais c'est la maison telle qu'on peut la voir aujourd'hui à la Pulperie, avec une muséographie qui reconstitue la pièce dans laquelle Villeneuve a finalement pu avoir son atelier après que ses enfants aient quitté le domicile familial, donc il a pu s'installer dans une des chambres de ses enfants. Merci beaucoup.